Très bien. Euh, Merci à tous et à toutes d'être présents ce soir donc pour ce webinaire sur les mères et les grands-mères de l'Europe à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Sylvia vous présentera un petit peu plus l'idée de cette conférence. Juste l'occasion pour moi de me présenter. Donc, je suis la présidente de l'UF Île-de-France, qui est une des sections locales de l'Union des fédéralistes européens, qui est une association créée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale par des courants de résistance pour établir la paix en Europe. Et on va le voir, cette association, elle est aussi héritière de nombreux mouvements et de nombreux penseurs ou penseuses qui ont promu des idées en faveur de la paix et du respect des droits humains, ce qui fait le lien avec toute la conférence qu'on vous propose aujourd'hui. Les sections locales de l'UF, on a ici aussi la section Auvergne-Rhône-Alpes qui est représentée. On a aussi d'autres militants qui sont dans les Hauts-de-France ou dans les pays de la Loire. Mettent en place, en fait, ces sections mettent en place différentes activités pour promouvoir et faire connaître le fédéralisme dans tous ses aspects, à la fois sur les valeurs portées par le fédéralisme, mais aussi dans les solutions que peut apporter le fédéralisme, que ce soit à l'échelon local, étatique, européen ou mondial, sur différents sujets. On met aussi en place des formations sur le fédéralisme et ce qu'on appelle des fédélectures, c'est-à-dire des temps où on va partager sur la lecture d'auteurs qui ont écrit sur des thématiques fédéralistes. On a aujourd'hui Lucio Levi qui est avec nous, qui a publié récemment un livre sur la théorie du fédéralisme et qu'on a eu le plaisir d'accueillir deux fois merci Adeline, pour nous présenter son livre. Voilà sur les activités que nous pouvons mener avec également du militantisme. Alors pour l'instant, c'est toujours du militantisme en ligne puisqu'on ne peut toujours pas se retrouver en présentiel, mais voilà, une présence sur les réseaux sociaux, sur différents réseaux sociaux et puis également la publication grâce à l'UF France de différentes prise de position et je vous recommande, même si ça sort du thème d'aujourd'hui, la prise de position de l'UEF France et de l'UEF Allemagne sur la fermeture des frontières qui a lieu en ce moment pour raison de Covid entre la Moselle et l'Allemagne. Et donc, prise de position qui rappelle que la fermeture des frontières est inacceptable et que ce n'est pas une solution face à un virus qui n'a pas de passeport et ne connaît pas les frontières. Voilà pour vous présenter un petit peu rapidement l'association, ce qu'elle fait. Et puis je passe la parole à Sylvia pour introduire de manière plus précise notre rencontre de ce soir sur les mères et les grands-mères de l'Europe. Merci beaucoup, Chloé. Bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous ce soir dans la Journée internationale des droits des femmes. Donc, juste quelques mots de ma part pour introduire le thème de notre échange. Et ce soir, nous allons parler de l'histoire du mouvement fédéraliste à travers le parcours des femmes qui, par leurs pensées, ont contribué à la conception de l'idée d'union des peuples européens et plus tard, concrètement, à la fondation du mouvement fédéraliste européen. Cette histoire, nous, les fédéralistes, la connaissons déjà à travers l'étude et la lecture de la pensée et des actions des grands hommes, des pères fondateurs de l'Europe et du fédéralisme. Ce soir, nous allons parler de l'apport des femmes à cette histoire.
Elles sont nombreuses, les militantes, écrivaines, philosophes qui, dès le 19e siècle, dans une Europe qui était ravagée par les guerres, ont œuvré pour la paix et promu cette idée d'une fédération, d'une union de peuples européens pour la paix. Pêle-mêle, citons par exemple la création d'associations internationales, la production d'ouvrages, la fondation d'écoles et des journaux, la participation active à la résistance pendant le nazisme, le fascisme, et puis même concrètement la diffusion du manifeste de Ventotene, qui est donc le manifeste du mouvement fédéraliste européen. Et je tiens aussi à préciser qu'il ne s'agit pas de diminuer le rôle des figures masculines dans l'histoire, mais juste de faire connaître aussi les figures féminines et leur rapport à cette histoire. Voilà, donc c'est ainsi qu'à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, nous souhaitons rendre hommage à ces mères et grand-mères de l'Europe, souvent oubliées et peu connues, qui, dans l'ombre, ont marqué notre histoire et influencé notre pensée. Donc, nous avons l'honneur ce soir d'avoir avec nous deux historiennes qui ont travaillé sur ce thème. Donc, Françoise Thébault, professeure émérite d'histoire et spécialiste de l'histoire des femmes. Elle est auteure de nombreux ouvrages et aussi co-auteure d'un ouvrage que je vous montre ici. Donc, c'est l'Europe, je pense que vous le voyez, voilà. L'Europe, une chance pour les femmes, le genre dans la construction européenne, de la construction européenne. Donc, Françoise Thébault nous fournira un aperçu sur les grandes-mères de l'Europe. Nous appelons les grandes-mères ces femmes qui, bien avant la création du mouvement fédéraliste européen, ont élaboré et défendu des idées de paix à travers l'Union des peuples européens. Par la suite, Silvana Boccanfuso, historienne du fédéralisme et auteure de l'ouvrage Ursula Hirschman, Una donna per l'Europa, nous parlera des mères du fédéralisme. Donc, les femmes qui, au cours de leur vie, ont défendu l'idée d'une Europe fédérale et contribué à la création du mouvement fédéraliste européen fondé en 1943. Donc, plus précisément, Silvana se focalisera sur la figure de Ursula Hirschman, que nous connaissons un petit peu en tant que femme de Eugenio Colorni et de Altero Spinelli. Et pour ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois, Colorni et Spinelli sont parmi les fondateurs du mouvement fédéraliste européen. Donc, Silvana, ce soir, nous parlera de Ursula Hirschman en tant que militante et donc elle nous parlera de son apport au fédéralisme. Avant de passer la parole à nos intervenantes, je voulais préciser que nous allons maintenant enchaîner ces deux interventions. D'abord Françoise Thébault, par la suite Silvana Boccanfuso et après la parole sera à vous. Donc il y aura un temps d'échange, questions et réponses et aussi vous pouvez utiliser le chat pour partager vos observations et vos questions. Donc, sans tarder, Madame Thébault, je vous passe la parole. Et il faut activer le son. Ce n'est pas encore activé. Et, je ne sais pas si Claire, nous pouvons le faire pour elle. J'ai demandé la réactivation, mais je ne peux pas l'obliger. Voilà, là, ça devrait être bon. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. Désolée, je ne suis pas très bonne sur les techniques numériques. Oui, donc je disais bonsoir et merci pour l'invitation. Vous m'avez invité parce que j'ai effectivement co-dirigé ce livre dont vous avez vu la couverture. Je voulais vous préciser, parce que ça peut vous intéresser comme ressource, que ce livre a été produit dans le cadre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle
écrire une histoire nouvelle de l'Europe, donc EHNE, et que ce laboratoire a mis à disposition une encyclopédie numérique d'accès totalement libre, alors, pas seulement sur la construction européenne, mais sur l'histoire européenne. Essayer un petit peu d'envisager de multiples sujets avec une perspective non pas nationale, mais européenne. Donc l'encyclopédie est vraiment extrêmement riche. Et puis, l'axe genre auquel j'appartenais a produit aussi un autre ouvrage que je vous montre. Alors, je ne sais pas si je montre au bon endroit. Ça s'appelle « L'Europe des femmes, 18e, 21e siècle ». Et c'est un recueil de textes de femmes de différents pays d'Europe. Là aussi, montrer que les femmes sont actrices de l'histoire et mettre en avant, à travers une approche thématique, des textes qu'elles ont écrits et publiés. Alors, deuxième précaution à vous préciser, ce livre, les femmes, enfin, l'Europe, une chance pour les femmes. On l'a dit en introduction, on le redit en conclusion, c'est véritablement un livre qu'on a appelé exploratoire, c'est-à-dire que ça voulait ouvrir des pistes sur deux sujets. Qu'est-ce que les femmes ont apporté à l'Europe et qu'est-ce que l'Europe a apporté aux femmes, en apportant déjà un certain nombre d'éléments, mais surtout en soulignant qu'il fallait, sur bien des points, poursuivre les recherches. Donc, c'est pas du tout, je pense que le travail de Silvana, c'est une analyse très précise de la vie d'Ursula Eichmann et de l'engagement d'Ursula Eichmann. Notre ouvrage, bon, d'abord c'est un ouvrage collectif, ouvre de multiples pistes, mais n'a pas pu aller très loin sur de nombreuses pistes. C'est le premier point que vous m'avez demandé finalement d'aborder, ce que les femmes ont fait pour l'Europe, notamment en regardant la période de l'entre-deux-guerres, ce que vous avez appelé les grands-mères de l'Europe. Alors, c'est vrai, et je crois qu'il faut le redire, Sylvia l'a dit, l'histoire de l'Europe est souvent présentée comme celle des pères fondateurs. Si on regarde le site de l'Union européenne, on trouve ce thème. Ces pères fondateurs ont une statuaire, ils sont toujours mis en avant. Et on parle aussi parfois de grands-pères de l'Europe qui sont des penseurs intellectuels, donc c'est toujours au masculin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous souvenez d'un moment fort de l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1979. Là, c'est une femme en tant que doyenne qui fait le discours d'ouverture en 1979. C'est Louise Weiss, dont je reparlerai tout à l'heure, 1893-1983, donc elle a vécu extrêmement longtemps. Et elle a un discours que beaucoup de contemporains ont trouvé extrêmement stimulant, une vaste fresque européenne qui aboutissait à cette élection du Parlement au suffrage universel. Et dans cette fresque européenne, elle ne cite que des hommes. C'est-à-dire qu'elle ne cite absolument aucune femme comme grand-mère ou mère de l'Europe. Donc les femmes ne sont pas toujours très attentives à l'engagement de leurs consoeurs. Alors, que peut-on dire des femmes dans cette préhistoire, en quelque sorte, soit de l'Europe, soit du fédéralisme? Alors, je suis effectivement une représentante de ce qu'on a appelé l'histoire des femmes, qui a à peu près 40 ans maintenant, ça commence depuis les années 70. Et que voulait faire cette histoire des femmes? Son premier projet, qui est encore valable pour de nombreux aspects à écrire, c'était de rendre visibles les femmes du passé, de montrer en quoi et comment elles ont aussi été des actrices de l'histoire, donc les rendre visibles, mais aussi, et ça c'est intéressant comme approche, comprendre les processus d'invisibilisation. Pourquoi finalement les actrices de l'histoire ont été invisibilisées, parfois sur le moment, par des rapports de force dans les mouvements militants, etc., mais aussi par une forme d'écriture de l'histoire traditionnellement au masculin. Alors, quelles femmes rendre visibles? Pas seulement non plus les grandes figures, les grandes figures de l'Europe qui ont eu un rôle dirigeant, mais aussi l'objectif des historiens et historiennes pourrait être aussi de rendre visibles les militantes plus anonymes, notamment en s'interrogeant sur les rapports de genre à l'intérieur des organisations mixtes. Et vous êtes aussi une organisation mixte, l'Union des fédéralistes européens, comme beaucoup d'organisations militantes, s'interroger sur la place des femmes à l'intérieur, combien,
quelle place ont-elles comment mesurer leur place, où sont-elles dans l'organisation, quelles fonctions assument-elles, et comment, autre question, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, comment les organisations, en tant qu'organisation militante, voient-elles la place des femmes et la place du féminin dans leur mode de fonctionnement et dans leur discours programmatique et présentant leurs objectifs à terme. Alors, j'y reviendrai sur l'Union pan-européenne tout à l'heure. Alors, appliquons un petit peu cette approche à ces fameuses grands-mères de l'Europe, du moins ce que je peux en dire à partir des premiers travaux déjà faits, mais d'autres doivent vraiment être faits. Alors, sur l'idée d'Europe, on peut sans doute aussi citer des femmes, alors qu'on cite très souvent des hommes, le comte de Saint-Simon, Victor Hugo. Victor Hugo, effectivement, qui au Congrès international de la paix en 1849 a cet appel à former ce qu'il a appelé des États-Unis d'Europe, bon, l'expression qui va avoir une postérité extrêmement importante. Mais on trouve aussi cette idée, sans forcément trouver l'expression d'États-Unis d'Europe, déjà antérieurement chez l'écrivaine Germaine de Staël, au moins à un certain degré. Et puis on le trouve aussi, cette volonté d'unir l'Europe pour mettre fin à la guerre, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est très très important, chez de nombreuses femmes qui se sont mobilisées donc, au XIXe siècle contre ce qu'elles appelaient le militarisme. Les premiers mouvements, le féminisme et le pacifisme, sont extrêmement liés au XIXe siècle et encore aujourd'hui pour de nombreuses organisations, parce que la guerre est considérée par ces femmes comme une entreprise masculine ou le militarisme comme un fléau masculin. J'en citerai une qu'on a citée dans le livre, sans aller très loin. Elle n'a pas de biographie. Il y a une Suissesse, par exemple, qui s'appelle Marie Gög-Pouchoulin, qui fonde en 1868 une association qu'elle appelle Association internationale des femmes. Et pourquoi fonde-t-elle ça à Genève en 1868 ? Parce qu'une année auparavant, une association pacifiste avait été fondée à Genève, la Ligue internationale de la paix et de la liberté, mais elle comptait peu de femmes et elle était très peu ouverte aux femmes. Donc, une association en principe mixte, mais peu ouverte aux femmes, et d'autres femmes qui veulent promouvoir aussi les mêmes objectifs, le pacifisme, créent une association de femmes pour pouvoir aussi militer dans ce champ du pacifisme. Alors, la seule femme peut-être passée à la postérité, enfin la seule femme du 19e passée à la postérité, c'est celle qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est l'Autrichienne Bertha von Suttner, dont on cite très souvent le livre qui s'appelle « À bas les armes », donc un ouvrage contre le militarisme. Donc dès le 19e siècle, il y a vraiment ce lien très fort entre le pacifisme, l'idée d'Europe et le féminisme naissant. Pacifisme, féminisme, idée d'Europe, il y a des articulations très très fortes entre ces trois idéaux projetés pour l'avenir. Alors, pourquoi ce lien très fort entre féminisme et pacifisme ? Je le disais tout à l'heure, pour de nombreuses femmes, la guerre est une entreprise masculine et parallèlement, de nombreuses femmes disent aussi que en tant que femmes, elles sont pacifistes par nature car elles donnent la vie. Donc il y a une sorte d'approche assez essentialiste liant le pacifisme à la nature des femmes et au fait qu'elles sont mères ou de potentielles mères. Alors, cette proximité entre militantes pacifistes et militantes européistes est sans doute encore plus forte dans l'entre-deux-guerres. Alors, quelles sont les deux organisations de l'entre-deux-guerres, pacifistes et européistes? D'une part, pendant la Première Guerre mondiale, en réaction au fait que les féministes et les socialistes d'avant-guerre n'avaient pas réussi à empêcher le conflit et au contraire soutenaient leur gouvernement, leurs nations respectives, il y a un très grand congrès en 1915 à La Haye, donc en territoire neutre, organisé sous l'égide d'une Américaine qui s'appelle Jane Addams et d'une Hollandaise qui s'appelle Aletta Jacobs, qui émet des vœux, donc un congrès pour une paix future permanente.
le programme, l'utopie est très forte. Hein, et ces vœux adoptés en 1915 par ce congrès de femmes est très intéressant parce que ça préfigure un petit peu quelque chose que les historiens mettent en avant, qui sont les 18 points du président américain Wilson en janvier 1918, donc plus tard, le président américain Wilson dit « Si on veut assurer une paix permanente, il faut mettre en place un arbitrage obligatoire, il faut respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Et ces éléments-là avaient déjà été mis en avant par des femmes dès 1915. Mais elles y avaient ajouté ce qui n'est pas dans les 18 points de Wilson. Si l'on veut instaurer une paix permanente en Europe et dans le monde, il faut que les mères éduquent, promeuvent en quelque sorte une éducation pacifiste des enfants, hein, et il faut aussi que les femmes obtiennent le droit de vote. Là, il y a une véritable utopie, moi j'appelle ça une utopie suffragiste. Beaucoup de militantes de l'époque pensent que si les femmes votent, il n'y aura plus de guerre. Bon, le XXe siècle a montré que malheureusement, c'était une utopie. Mais à l'époque, hein, on lit beaucoup cette notion de suffragisme et de pacifisme. Donc d'un côté, naissance d'une association dont le nom va devenir de façon définitive, et elle existe encore aujourd'hui. En 1919, le nom devient Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Donc l'association existe toujours. Et elle a aussi, c'est une association internationale avec des sections nationales, françaises, allemandes, anglaises, etc. Alors, quelques noms, hein. La dirigeante de la section française, c'est Gabrielle Duchesne, très très peu connue, hein, aussi encore aujourd'hui. Hein. Et par exemple, il y a aussi des Allemandes qui vont jouer un grand rôle en lien avec les européistes de l'époque, hein, qui s'appellent Anita Augsburg, pardon, et Lida Gustava Eman. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous sont connus. Donc d'un côté, naissance de cette Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, association de femmes avec section nationale. De l'autre, naissance en 1923 hein, de l'Union pan-européenne, hein, que vous connaissez sans doute, hein, fondée donc par un homme, hein, Richard Coudenhove-Kalergi, hein, qui promeut hein, une véritable idée européiste avec une presse, hein, des congrès réguliers, etc. etc. Alors, on a déjà montré un tout petit peu dans cet ouvrage les liens très forts hein, entre les femmes pacifistes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et ce mouvement européiste, l'Union pan-européenne. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais souligner que cette Union pan-européenne, donc est une organisation mixte, et le recrutement de femmes dans cette organisation a été presque théorisé par son fondateur, hein, qui souhaite que des femmes entrent dans l'Union pan-européenne parce que justement, à ses yeux hein, et aux yeux de ses contemporains, elles sont considérées comme pacifistes par nature. Et que donc, les femmes doivent adhérer à l'association européiste et diffuser cette idée hein, que la paix fera le bonheur de l'humanité, mais aussi que la paix fera le bonheur des femmes. Alors, il y a des phrases dans les ouvrages de Kalergi, là, il y a des phrases très, très précises à ce sujet. Hein. Il considère que ce qui mène les femmes, c'est l'idéal maternel, l'instinct maternel, la morale maternelle. Donc pour lui, la paix, c'est vraiment la mission des femmes. Alors à l'époque, on ne dit pas la mission des femmes, on dit la mission même de la femme. La femme est considérée par nature hein, comme ne pouvant être que pacifique. Et inversement, Coudenhove dit pour les hommes, c'est l'idéal guerrier, l'instinct guerrier, la morale guerrière. Même s'il espère convaincre des hommes des bienfaits de l'européisme. Donc, il est, de par cette perception, on pourrait dire aujourd'hui genrée, hein, de la nature du sexe masculin et du sexe féminin, l'association est extrêmement mixte. Mais pour Coudenhove, les femmes sont pacifistes par nature.
il faut souligner que des femmes partagent ce point de vue qu'on pourrait qualifier d'essentialiste à l'époque. On trouve aussi dans beaucoup de textes, dans des articles de la presse européiste, ce point de vue similaire, par exemple, de la part de Jolande Jacobi, qui en 1926 écrit « L'instinct de la femme lui montre les chemins de la mise en œuvre pratique de l'idéal théorique qui est pan-européen. Le pan-européisme est la mise en œuvre du pacifisme. » Donc, les hommes du mouvement militant, la majorité des femmes de ce mouvement militant considèrent que les femmes ne peuvent qu'adhérer à l'européisme puisqu'elles sont le pacifisme par nature. Alors, il y a eu aussi un ouvrage sur certaines femmes ont une vision qu'on qualifierait de moins essentialiste, comme Annette Kolb. Il y a un ouvrage sur cette militante européiste qui, elle, met en avant des différences entre les individus. Ce ne sont pas les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais selon les individus, il y a des militants européistes et d'autres qui ne le sont pas. Alors, deuxième point à souligner sur cette union pan-européenne, il y a encore très très peu de travaux. Bon, il y a une américaine qui fait une thèse en cours et qui nous a écrit un article dans l'ouvrage, qui s'est intéressée à la section allemande de l'Union pan-européenne. Elle a montré que, effectivement, la place des femmes était relativement forte. Elle l'évaluait environ à un petit tiers, 28 à 30%, ce qui est déjà pas mal pour une organisation mixte à l'époque. Et elle soulignait aussi que les femmes pouvaient y avoir parfois, notamment au niveau local, des fonctions dirigeantes. Enfin, le troisième élément à souligner, ce sont les liens entre l'Union pan-européenne et la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Cette union se voit très bien par des participations au congrès réciproques des militantes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, vont parler dans des congrès de l'Union panaméricaine et inversement. Quelques exemples. En 1924, congrès de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, les leaders allemandes dont je vous ai parlé tout à l'heure se prononcent en faveur du mouvement pan-européen. Elles appellent les militantes de l'organisation de femmes pacifistes à s'engager pour l'européisme. Ce qui est critiqué par d'autres parce que Ligue internationale, ce n'est pas une ligue européenne. Donc il y a certaines militantes qui reprochent à ces Allemandes de proposer, de mettre en avant l'européisme, alors qu'elles disent notre combat de la Ligue internationale, c'est un combat pour une paix à l'échelle du monde et non pas seulement à l'échelle de l'Europe. Donc il y a eu un peu des tensions autour de cette dimension européenne ou internationale. Inversement, au congrès de 1926, l'Union pan-européenne fait aussi de la promotion de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Les deux associations annoncent les conférences des autres, etc., etc. Donc un lien très très fort entre les deux organisations, même s'il y a une tension autour de Europe ou internationale. Alors, autre européiste présenté dans l'ouvrage, quand même en revenant un tout petit peu sur Louise Weiss, qui est très souvent, lorsqu'on cherche une grand-mère de l'Europe, c'est ce nom-là qui va être mis en avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme? D'abord, elle n'est pas la seule grand-mère de l'Europe, même si on l'a mis en avant, et elle n'est sans doute pas l'européiste la plus engagée, du moins après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, Louise Weiss retient-on pour la qualifier de grand-mère de l'Europe? Effectivement, Louise Weiss a été très européiste au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque elle dirige un journal qui s'appelle l'Europe Nouvelle, où là, elle s'engage pour la paix en Europe. Elle soutient très fortement la Société des Nations. Alors, il y a aussi tout un mouvement de femmes autour de la Société des Nations. Il y a des unions féminines pour la Société des Nations dans les différents pays d'Europe. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans cette organisation internationale qui aurait dû, dans leur esprit, être capable d'imposer un arbitrage international.
Donc, dans les années 20, Louise West est européiste. Elle dirige le journal L'Europe Nouvelle. Elle est très, très proche de la Société des Nations. Elle est proche de Koudenov, elle est proche du leader de l'Union pan-européenne. Elle est très proche aussi d'Aristide Briand, du français, du ministre, de l'homme politique français qui a été ministre des Relations des Affaires étrangères en France et qui a permis dans les années 20 le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Elle est très proche d'Aristide Briand. Et vous savez qu'Aristide Briand a lancé à la tribune de la Société des Nations en 1929 l'idée d'une fédération d'États européens. C'est une idée qui n'a pas été retenue par les États membres de la SDN à l'époque, mais c'est véritablement une idée portée à la fois par l'Union pan-européenne, par des figures politiques comme Aristide Briand et par Louise West. Par contre, elle abandonne ce combat en 1934, Louise West. Elle devient une suffragiste très active en France et elle n'est pas du tout engagée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parmi les militantes qui soutiennent les premiers pas de la construction européenne. Alors, ce qui est intéressant chez Louise Weiss, c'est qu'elle construit son personnage aussi. Et elle a construit son personnage d'européiste en publiant à partir de 1968, 6 tomes de ses mémoires, un mémoire d'une européenne. Donc là, chez Louise Weiss, il faut toujours faire la part entre la réalité et le mythe qu'elle a. Elle a auto-construit sa figure. Alors, en conclusion, je voudrais souligner qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur beaucoup de sujets sur ces grands mers de l'Europe. Il y a aussi beaucoup de travail de transmission des acquis de la recherche pour justement faire connaître le rôle de ces femmes actrices de l'européisme et du fédéralisme, et peut-être aussi souligner que à la fois les recherches, mais surtout leur transmission dans la société civile, dans les organisations militantes, peut contribuer à transformer le militantisme d'aujourd'hui aussi. Je crois que c'est important. Et j'avais une question à poser à votre association. Je ne connais pas la place des femmes dans l'Union fédéraliste européenne aujourd'hui, en termes de pourcentage de femmes, en termes de structures dirigeantes, etc., etc. Donc, je me suis posé la question. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Thébault. C'était très clair. Moi, personnellement, je le trouvais très passionnant. Votre question est bien notée. Je pense qu'on répondra, je laisserai peut-être Ophélie, même ou Chloé, répondre pendant le temps d'échange. Et je passe directement la parole à Sylvane donc pour faire un petit saut dans l'histoire du fédéralisme. OK, merci beaucoup. Alors, merci de votre invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir à parler d'Ursula Hirschmann, une femme dont le nom est lié au fédéralisme européen de son départ. En fait, l'engagement d'Ursula vers l'idée d'une Europe unie commence avec l'élaboration et la diffusion du manifeste de Ventotene, le document programmatique du fédéralisme européen de maîtrise italien en 1941, et dure toute sa vie dans le frisson-du-monde. Quand Ursula meurt à l'âge de 78 ans, en 1991, elle est le président de la section romaine du mouvement fédéraliste européen. Chose extraordinaire, même parce qu'elle est dans un état d'invalidité. Elle a passé les dernières 15 ans de sa vie dans un état d'invalidité. Alors, le fédéralisme européen de Ursula est la forme sous laquelle s'exprime son antinationalisme. En fait, l'épine dorsale de toute l'action politique d'Ursula pendant toute sa vie, n'importe où elle est, en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, à la Belgique, est précisément le rejet de toute ligne de partage entre les hommes, et en particulier le rejet de l'utilisation de la race comme ligne de partage entre les hommes, et le rejet de quoi que ce soit nationalisme.
Donc, les racines de l'engagement fédéraliste européiste d'Ursula sont à rechercher dans sa jeunesse, en Allemagne, à Berlin, où elle est née. Elle est née à Berlin en 1913. Elle était la fille aînée d'une famille aisée. Le père est chirurgien, la mère appartient à une famille d'avocats et de banquiers. Les Hirschman sont juifs, mais ne pratiquent pas. Les 3 enfants de la couple sont baptisés. Ursula a un frère 2 ans plus jeune d'elle, Otto Albert, futur économiste de renommée mondiale, et Eva, la petite, 7 ans plus jeune. Ursula a donc 17 ans lorsque le nationalisme socialiste fait son apparition sur la scène politique allemande. Ursula ne reste pas passive face à la violence et aux contrastes sociaux qui montent. Attention, les parents d'Ursula ne sont pas engagés politiquement. Ils ne réagissent pas à la situation. C'est leur éducation. Mais ça veut dire que l'engagement politique d'Ursula n'a pas ses racines dans la famille. Alors, Ursula, même si elle est très jeune, se rend compte qu'une action politique est nécessaire. Le mot action est le mot que mieux décrit la personnalité de la jeune fille et de la femme que deviendra. Le mot action. Avec son frère, Otto Albert, elle commence à se familiariser avec le marxisme, mais elle ne se rapproche pas au Parti communiste. Au lieu de cela, grâce à l'influence de quelques amis, il entre dans l'organisation de jeunesse du Parti social-démocrate. Alors, l'organisation de jeunesse du Parti social-démocrate n'est qu'un groupe de discussion, mais quand même Ursula a l'occasion d'assister assise au premier rang, entre guillemets, à ce qui se passe au sein des sociodémocrates dans un moment crucial de leur histoire. Ils doivent décider du type d'action à faire contre le national-socialisme. Malheureusement, ils décideront pour pas d'action. La démocratie sociale est convaincue que le national-socialisme est un phénomène temporaire dont le destin est de disparaître bientôt. Alors, Ursula n'est pas d'accord avec la position de son parti, son frère non plus. En réaction, il commence à se rapprocher à des petits groupes mixtes de socialistes et de communistes qui se forment et se séparent sans arrêt en 6 mois difficiles. On est pendant l'hiver 1932-1933. Avec le frère d'un autre ami, il arrive même à écrire un petit magasin illégal juste pour exprimer leur ressentiment contre l'immobilité imposée par la démocratie sociale à leurs membres. Il y a un homme italien qui aide les jeunes, et les jeunes aussi, à réaliser le petit magasin. Et l'homme est Eugenio Colorni. Eugenio Colorni, un jeune philosophe de Milan, italien, lui et Ursula, ils se sont rencontrés à la bibliothèque de l'Université de Berlin. Bon, de toute façon, bref, la situation s'effondre après l'incendie du Parlement en février 1933. Il devient très difficile pour les opposants au régime de rester en Allemagne. Le premier a quitté l'Allemagne entre les 2 frères et Otto Albert en avril, immédiatement après l'enterrement de son père, mort pour une maladie soudaine. Ursula reste à Berlin pour continuer l'action. Entre les groupes qu'Ursula aborde à cette époque, il y a Neubeginnen. Est important parce qu'avec Neubeginnen, Ursula commence à se familiariser avec la signification et la pratique d'être illégale sous couverture. Je ne connais pas très bien l'expression en français. Ça sera très utile en Italie plus tard dans sa vie. Mais de toute façon, en juin, un copain de parti, Peter Frank, est arrêté. La police trouve un petit cahier avec les noms des autres jeunes sociaux-démocrates et Ursula est obligée de quitter l'Allemagne à Paris. Alors, ce moment n'est pas vécu par Ursula comme un drame, mais de manière très légère. Elle est jeune, elle est amoureuse, elle sort avec son petit ami, un jeune copain communiste. Elle est persuadée, comme toute la gauche allemande, que le nazisme va bientôt finir et qu'elle retournera à Berlin à la fin de l'été. Mais ce n'est pas le cas. Ursula ne retournera jamais en Allemagne. Toute sa vie va être dehors de l'Allemagne.
Ursula quitte donc l'Allemagne pour des raisons politiques. Mais ce sera une autre chose que l'empêchera de retourner dans son pays. En 1933, la politique raciale d'Hitler prend forme avec la promulgation des premières lois raciales. Et la mère d'Ursula, inquiétée, invite ses 2 enfants expatriés à ne pas retourner en patrie. Alors, à Paris, Ursula poursuit son militantisme politique. Elle s'associe à des exilés antifascistes et antinazistes. La nouvelle maison politique des frères Hirschman est le bureau Barbus à rue Lafayette. Ursula, elle est déçue vers les social-démocrates. Elle s'approche aux communistes, mais juste pour un petit moment, parce qu'elle n'aime pas le radicalisme des communistes. Après 2 ans de vie parisienne, en 1935, en quête de vérité et de clarification politique, elle écrit à son ami italien de l'époque berlinoise, le jeune philosophe de Milan, Eugenio Colorni. Eugenio invite la jeune fille pour des courtes vacances à Trieste, où il vit et travaille comme professeur de philosophie dans un institut d'enseignement, pas à l'université, parce qu'il est antifasciste. Il n'a pas le droit d'enseigner à l'université. L'amitié là-bas à Trieste se transforme en amour et à la fin de décembre de la même année, à Milan, Ursula devient Madame Colorni. Eugenio est un militant antifasciste, directeur du Centre socialiste interne. Il est arrêté en septembre 1938. 4 mois de prison, puis le confinement sur la petite île de Ventotene. Ursula participe à l'activité antifasciste de son mari. La police essaie de trouver des éléments contre elle, mais il n'y arrive pas. Quand même, elle va sur l'île. Ursula, en fait, en tant qu'étrangère, sans famille directe en Italie et avec une petite fille, Silvia, l'aînée à 2 ans, obtient la permission de vivre avec son mari à Ventotene. Sur la petite île, certains intellectuels se reconnaissent, pour reprendre les mots de Lando, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ursula Hirschman, sporadiquement Ada Rossi, épouse d'Ernesto, qui vit à Bergame et n'arrive sur l'île que lors d'une visite, et très peu d'autres personnes confinées par leurs idées, les expériences, l'ambition, leur vision du monde, de la rencontre, parfois de la collision de ces intelligences, vient ce qui s'y passe dans l'histoire comme le manifeste de Ventotene. Une idée principale, le dépassement des États souverains nationaux et la création d'une fédération européenne comme seule forme possible de coexistence pacifique en Europe. Alors là, il faut réfléchir sur le rôle intellectuel de Ursula et sur le rôle opératif. Alors, pour ce qui concerne le rôle intellectuel, il n'y a pas de documents écrits qui permettent de retracer l'efficacité de la contribution d'Ursula. On peut faire des hypothèses, mais pas ici parce que ça va être franchement trop long. C'est sûr que Ursula rapporte dans les discussions qui mènent à la rédaction du manifeste, elle rapporte son être européen. Elle vit déjà comme une européenne. Elle vit hors des frontières. Elle est européenne avant d'être européiste. Pour ce qui concerne la côté opérative, le rôle de Ursula est très important, crucial. C'est en fait Ursula qui apporte le manifeste sur le continent, retranscrit sur des petits papiers à cigarettes cachés dans le manteau de fourrure et le répandre. Alors, pourquoi elle peut bouger? Elle peut bouger parce qu'elle n'est pas confinée. Elle est une citoyenne libre, elle peut le faire. Alors, ça, c'est une activité très dangereuse. On est 1941, on est en pleine guerre. En plus, Ursula
est la femme d'un antifasciste et en plus, elle est juive. Ada Rossi, la femme d'Ernesto Rossi, joue également le même rôle et les sœurs d'Altiero jouent le même rôle. Alors, on a des femmes qui font un travail de prosélytisme qui avance en progression géométrique, bien sûr, grâce auquel il fut possible d'organiser une rencontre des néo-fédéralistes immédiatement après la chute du fascisme. Dans quelques semaines, la réunion a lieu à la fin du mois d'août 1943 à Milan, au domicile des époux Rollier. C'est la naissance du mouvement fédéraliste européen, la fin du mois d'août 1943. Cette rencontre a une autre valeur pour Ursula, personnelle. Le mariage avec Eugenio Colorni est terminé il y a quelque temps. Et chez les Rollier, Ursula et Altiero se retrouvent après 2 ans. Ils sont restés partagés 2 ans parce qu'en 1941, Colorni est transféré dans un autre endroit de confinement sur le continent, dans le sud de l'Italie. Pour cette raison, ils ne sont pas revus après 2 ans. Alors, ils resteront ensemble toute leur vie, Ursula et Altiero. Ils seront compagnons de vie et de lutte, un couple solide, affectueux, passionné, complice, intellectuellement et politiquement. Ensemble, ils mèneront les 1000 batailles fédéralistes à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement fédéraliste européen. Alors là, il y a la première chose qu'il faut, une bonne en Suisse, parce qu'il y a ce travail de contact avec les autres pays. Et là, le contact avec la France est très important. C'est grâce à l'activité organisatrice du Ursula si on arrive à la conférence fédéraliste de 1945. On ne va pas dans le détail, parce que je veux arriver à un autre moment très important de la vie de Ursula, qui est les années 70, parce qu'on a parlé du féminisme, et là, l'action plus importante à niveau autonome de l'engagement fédéraliste de Ursula est pendant les années 70. Alors, Ursula et Altiero, ils sont ensemble dans les batailles fédéralistes jusqu'au début des années 70. En 1970, Spinelli est nommé commissaire européen. Engagé dans un rôle institutionnel, Altiero n'a pas le temps pour d'autres actions. Ursula se retrouve privée de son compagnon de toujours dans le combat. De plus, son tempérament ne lui permet pas d'accepter avec sérénité le nouveau rôle de simple épouse d'un haut fonctionnaire européen. Elle tombe dans un état de prostration profonde qu'elle-même n'hésite pas à qualifier dépression. Mais Ursula, comme elle l'a toujours prouvé tout au long de sa vie, est une femme déterminée, capable de transformer chaque crise en opportunité. L'opportunité, cette fois, vient de la lecture des écrits féministes qui circulent. Ursula tire les ficelles de toute sa vie émotionnelle et personnelle. En tant que femme, en tant que combattante pour l'unité européenne, en tant que mère, en tant qu'épouse. Surtout, il conçoit une idée, canaliser l'énergie des mouvements féministes nouveau-nés et des femmes en général dans un nouveau projet fédéraliste. C'est la naissance le groupe d'initiative Femmes pour l'Europe. Ça, c'est la contribution la plus originale d'Ursula à la cause du fédéralisme. C'est grâce à Ursula que 2 mondes qui ne communiquent pas se retrouvent, féminisme et fédéralisme. Les féministes, vers la fin des années 60 et au début des 70, disons-nous, ils méfient beaucoup des institutions européennes. C'est Ursula qui fait comprendre quelque chose. Silvana? Oui, on est à 2 minutes pour conclure sur les 2 ismes.
Comme sur ça, le début on de passe... j'arrive à la fin. Alors, les femmes de Femmes pour l'Europe ne demandent pas l'Europe, mais elles agissent en faveur de l'Europe. La logique d'Ursula est solide. Si l'Europe s'effondrait sous la hache de la crise générale, un retour aux politiques nationales provoquerait une régression économique, sociale et culturelle dont souffriraient tous les Européens, mais avant tout les femmes. En fait, étant leurs conquêtes les plus récentes, ils seraient les premières sacrifiées, d'où la nécessité pour les femmes de prendre une partie active avec un poids politique correspondant à leur importance numérique dans la bataille pour une véritable unification européenne. Et cela est toujours vrai aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Sylvane. Comment le français? C'est compréhensible? Pour moi, c'était parfait. C'était donc très clair, très intéressant. Et c'est vrai que la vie de Ursula Hirschman est très riche. Voilà, donc ce n'était pas évident de la synthétiser dans un petit cours. Et voilà, donc je vous montre juste voilà, le livre de Sylvane, la biographie donc, de Ursula Hirschman, Una donna per l'Europa. Et aussi, je vous annonce que dans la prochaine édition de Fait des choses, qui est la revue trimestrielle fédéraliste, il y aura une interview à Sylvane Boccafus, donc où elle présentera un peu mieux ce livre plus en détail. Je ne sais pas si Jean-Francis, qui est le rédacteur en chef du Fait des choses, veut rajouter quelques mots. Oui, je voudrais remercier Madame Thebault et je voudrais surtout saluer Sylvane, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, dans la mesure où nous avons décidé, à Presse fédéraliste, dans notre collection Textes fédéralistes, de publier en 1922 2022 le livre sur Ursula. Voilà. J'en profite mais tu en parleras tout à l'heure, pour dire que nous publions d'ici, dans le mois de mars, un livre sur Henri Freinet et son amie et collaboratrice Bettry Albrecht, qui a été une femme qu'on pourrait considérer comme mère ou grand-mère de l'Europe. Merci. Bien. J'aurais peut-être d'autres questions. Merci Jean-Francis. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions pour nos deux intervenantes. Je vois Alexandre qui lève la main. Je pense que vous pouvez aussi utiliser les commandes réaction, Claire, si je ne me trompe pas, pour lever la main. Et si on ne vous voit pas, écrivez dans le chat, on vous donnera la parole. Bon, déjà, Alexandre, tu peux ouvrir l'échange. Oui, moi, s'il vous plaît, oui, c'était pour Madame Thebault une question. C'est parce que vous aviez évoqué Madame de Staël. Bon, c'est vrai que Madame de Staël a écrit beaucoup sur l'Allemagne, la Russie, Corinne ou l'Italie. Enfin, elle a pas mal voyagé aussi en Suède. Et du coup, en fait, est-ce qu'elle avait développé une pensée politique sur l'Europe, un peu comme plus tard Victor Hugo? Et si oui, quelle était et dans quelles œuvres on peut la trouver? Si vous savez. Merci. Oui, enfin, on cite un ouvrage sur elle, sur ce sujet dans le livre. Bon, elle est européenne par sa vie, déjà. C'est un petit peu comme Ursula Hirschman est européenne aussi par sa vie. Elle n'a pas une pensée européiste aussi précise, je pense, que Victor Hugo. Bon, je n'ai pas lu toutes ses œuvres, moi. Hein, donc, attendez, je vais rechercher la référence qu'on avait citée. Je vais la citer si je la trouve. Attends, je cherche, mais je vais le trouver assez vite. Je sais qu'on a mis une référence. Il y a quelqu'un qui s'est penché sur cette pensée européiste de Germaine de Staël. Alors, oui. À page 24 de l'Europe, il y a une référence. 24, oui, c'est ça. Oui.
il y a eu une exposition assez ancienne, en 1966. Donc, Simone Balayer, Marie-Laure Chastan, S-C-H-A-S-T-A-N-G, Madame de Staël et l'Europe. Donc, peut-être on peut trouver encore ce livre. Enfin, bon, il y a un catalogue qu'on vous trouvez à la BNF, mais des références là-dessus. Bon, je dirais qu'elle a une vie européenne et après un début, c'est une d'élaboration sur quand même la formation d'une Europe par-delà les frontières. Merci. Et il y a d'autres questions. J'ai vu Jérôme qui a levé la main. S'il y a une voix féminine avant de passer à Jérôme pour l'alternance, je donne la précédence. Et Adeline, je vois que tu parles, mais ton micro est coupé. Non. Bon, je laisse Jérôme déjà poser sa question. C'est bien quand même que les deux garçons s'emparent des questions au début. C'est pas mal aussi, quoi, finalement. Justement, j'avais une petite remarque un petit peu perfide, mais finalement, cette histoire de mère de l'Europe, quand on entend Mme Thébault sur le point de vue essentialiste, sur le fait que les femmes étaient considérées comme naturellement portées au pacifisme de par leur côté maternel, c'est un petit peu finalement un cadeau empoisonné de les reconnaître comme mères. Mais bon, voilà, c'était une petite remarque. D'autre part, en fait, sur les deux interventions, c'est vrai que finalement, on retrouve ce qui est vraiment toujours les valeurs essentielles du fédéralisme, l'antinationalisme, l'Europe de la paix. Mais finalement, moi, je suis frappé par le fait que, et même le droit de vote, finalement, l'idée du droit de vote est liée à l'idée de la paix, comme si les femmes pouvaient justement apporter plus de paix que les hommes. Bon, on sait très bien que ce sont les hommes quand même essentiellement qui font la guerre. Là, c'est vrai. Mais je suis frappé par le fait que c'est pas l'égalité des droits qui vient en premier. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, le droit de vote, c'est l'acquisition du droit de vote pour les femmes, c'est d'abord une question d'égalité de droits. Et j'étais frappé dans les deux interventions finalement que ces femmes intellectuelles qui s'engagent ne portent pas vraiment, ou alors peut-être que j'ai pas bien compris, ne portent pas vraiment cette idée d'égalité des droits d'abord. Voilà. Entre hommes et femmes, bien sûr. Oui. Merci, Jérôme. Je peux répondre un petit peu? Oui. Moi aussi, après. Oui, je peux répondre un peu? Oui, le suffragisme, c'est un mouvement un petit peu complexe et il y a des courants différents dans le suffragisme et des différences nationales à la fois dans l'expression des revendications et dans les modes d'action. Hein. Par exemple, on dit en Angleterre, on parle des suffragettes parce qu'elles ont été beaucoup plus, elles ont utilisé la violence politique comme mode d'action, alors qu'en France, elles se déclarent suffragistes parce qu'elles ne veulent utiliser que des moyens républicains, disent-elles. Mais j'ai insisté sur l'essentialisme. L'essentialisme est très, très fort pendant une grande partie du XXe siècle, hein, jusqu'à ce qu'on peut appeler la déconstruction par les féministes des années 70 de ce que serait la nature des femmes. Mais les suffragistes, par exemple, françaises, utilisent trois types d'arguments. En fait. Elles utilisent aussi des arguments d'égalité des droits entre les individus, quel que soit leur sexe, mais elles utilisent aussi des arguments qu'on peut qualifier de différentialistes, avec cette utopie suffragiste. Si les femmes votent, il n'y aura plus de guerre, mais il n'y aura plus aussi de fléaux, ce qu'on appelle à l'époque les fléaux sociaux, c'est-à-dire la tuberculose, le taudis, la délinquance juvénile, l'alcoolisme, etc., etc. Donc il y a une véritable utopie sur ce que les femmes peuvent apporter à la vie de la cité. Et puis, il y a un troisième argument qu'elles utilisent, c'est aussi l'argument, on pourrait dire, stratégique. Le droit de vote, c'est fondamental pour obtenir d'autres droits, parce que si on ne vote pas, on n'est pas ceux qui font les lois ne tiennent pas compte de vos revendications. Donc, il y a ces trois types d'arguments qui s'articulent avec des groupes qui mettront plus l'accent sur le différentialisme, d'autres qui mettront plus l'accent
sur l'égalité. Mais l'égalité est présente aussi dans la revendication du droit de suffrage. Merci. Sylvana, tu voulais aussi répondre? Il est présent aussi dans l'action d'Ursula, surtout dans l'action pendant les années 70, est un petit peu plus compliqué de ce que je viens de présenter, bien sûr. Mais oui, mais c'est présent et tout l'apport d'Ursula que la crise puisse regarder la construction européenne parce que l'égalité qui a été déjà réalisée peut finir. Mais de toute façon, non, il y a dans Ursula aussi, il y a dans cette conscience de l'égalité des droits. Merci, Sylvana. Je crois que cette fois, Adeline a levé la main. Oui, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos deux intervenantes. Et puis merci aussi à Sylvia pour l'organisation de ce webinaire. Alors, j'ai une question pour Madame Thebault. Donc, pendant votre intervention au début, vous avez référé qu'il y avait encore beaucoup de champs à aborder et que vous auriez pu aborder peut-être dans votre livre, mais parce que c'était peut-être un peu trop large, ça n'avait pas été possible d'aborder plus en profondeur certains aspects. Et donc, ma question, c'était quels sont en fait les aspects qu'on peut encore approfondir, notamment pour de jeunes historiens qui seraient intéressés par ce genre de questions. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on prend une autre question. Ah oui. Il y a une question pour Sylvana. Chloé, on ne t'entend pas. Non, je cherchais où lever la main sur l'outil, mais je ne trouvais pas, donc j'ai levé la main. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les femmes étaient aussi impliquées dans les mouvements. Vous parliez de l'Union pan-européenne et des liens, parce que et vous posiez un petit peu la question pendant très longtemps dans nos associations. C'était des associations très masculines. Où il y avait déjà beaucoup plus d'hommes que de femmes, et puis où les femmes étaient souvent réduites à des portions congrues, ou en tout cas très peu politiques de la vie associative, telles que faire le café et préparer le repas, qui sont néanmoins essentielles à la vie associative, parce que si personne ne fait le repas, les militants sont affamés et ne sont plus efficaces. Mais du coup, est-ce que ça tient, selon vous, et ça prend un peu de recul par rapport à l'approche historique, au fait que c'était des femmes qui étaient déjà très cultivées parce que leurs milieux sociaux faisaient que, et éduquées aussi à prendre la parole, à participer? Est-ce que c'est qu'elles étaient dans des milieux particulièrement bienveillants qui permettaient ça? Ou est-ce que c'est que nous, à un moment, puisque c'est plus vrai maintenant, on avait particulièrement régressé? Merci. Oui. Donc, j'essaie de répondre un peu aux deux. Là. Oui, qu'est-ce qui reste encore à faire? Bon, beaucoup de travaux sur les différentes sections nationales. Là, il y a la section allemande est étudiée par cette américaine, mais on ne sait pas grand-chose sur la section française de Pan-Europe. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 20. Il y a à la fois sur des modes de fonctionnement, sur des figures. Moi, je trouve que les biographies, c'est souvent extrêmement éclairant parce que c'est à travers des trajectoires individuelles qu'on comprend bien, peut-être mieux les phénomènes, les difficultés, les résistances, etc. Oui, donc sur le thème des mères et des grands-mères de l'Europe, je pense qu'il y a des travaux à faire donc, sur les sections nationales
et mettre en avant des figures, écrire des biographies collectives aussi, des prosopographies. Et ça rejoint la question de Chloé. Ces femmes militantes sont quand même souvent à l'époque des femmes d'un certain milieu social, parce qu'elles ont reçu une éducation et parce qu'elles sont aussi, au moins partiellement, soulagées des contingences matérielles. C'est-à-dire, très souvent, enfin, les féministes de l'époque et les européistes, je pense aussi, sont des femmes, alors, soit qui n'ont pas besoin déjà d'être salariées parce qu'elles vivent avec leurs maris qui sont dans des familles aisées, soit si elles travaillent, notamment dans l'entre-deux-guerres, il y a quand même de plus en plus de femmes qui ont des carrières, se font aider par des domestiques. Donc là, je pense qu'il y a... C'est extrêmement clair. Bon, j'ai écrit récemment la biographie d'une femme qui s'appelle Marguerite Thibert, qui n'est pas européiste, mais qui est une militante féministe, pacifiste, socialiste et fonctionnaire internationale au Bureau international du travail. Et sa sœur aussi est une femme médecin, donc les premières femmes médecins de l'entre-deux-guerres. Et j'ai eu accès aux correspondances familiales et des correspondances militantes. Et dans la correspondance familiale entre elle et sa sœur, la question des personnes qui peuvent les aider, donc à l'époque on parle des bonnes qui peuvent les aider, prend une place fondamentale, parce que si on est médecin et qu'on n'a pas de bonnes qui puissent aller ouvrir la porte, on ne peut pas travailler. Si on est fonctionnaire international qui a des rapports à rédiger, qui travaille le soir, etc., si on a des enfants et qu'on n'a pas une aide domestique, c'est extrêmement difficile. Donc c'est un certain milieu social qui est militant. Oui, alors je confirme pour ce qui concerne les européistes en Italie, au début, à l'époque du manifeste de Ventotene, à la réunion à la Maison des Reliés, bien sûr, oui, toutes les femmes sont d'un milieu social haut et sont cultivées. La femme d'Ernesto Rossi, Ada Rossi, était une mathématicienne. Il y avait Luisa Rosellini qui était une autre femme de culture. De toute façon, oui, sont toutes personnes d'un milieu social haut, mais même parce qu'il y a une pensée, il y a une philosophie à la base de cette approche européiste, je pense, et très connectée à la culture. Oui. Merci. Je vois qu'il y a, il y a une autre question. On prend la question de Gérard et puis de nouveau Adeline. Je ne vois pas d'autres mains levées. Ah oui, Gérard, bonsoir. Excusez-moi de mon retard. Je ne sais pas si vous avez parlé de Solange Fernex, qui a été quand même une femme remarquable, première femme tête de liste en 1979 aux élections européennes, qui a été eurodéputée et qui avait trois angles de militantisme. Elle était féministe, pacifiste, non violente. Voilà. Et donc, je tenais à rappeler son engagement, qui n'est pas une femme, là j'ai entendu des femmes d'un certain milieu, elle a consacré son engagement aussi pour les enfants de Tchernobyl, et son mari était médecin militant aussi, engagé, mais elle n'avait pas, vu son passé familial aussi, il faut bien dire que ses deux arrière-grands-parents avaient combattu en 14-18 des deux côtés, Allemagne et France, et tout ce qui concerne la paix, la guerre, était totalement intégré dans son logiciel, je dirais. Voilà. Autre chose que vous avez peut-être noté, c'est André Michel qui avait écrit un bouquin avec Flo, citoyenne militairement engagée, c'est-à-dire le combat des femmes pour la paix depuis le congrès de 1916, des femmes qui ont dit aux hommes, comme Lysistrata dans sa pièce, arrêtez vos tueries, la vie mérite mieux que vos luttes fratricides. Voilà, donc ce féminisme et pacifisme, c'est très important le 8 mars de rappeler que depuis plus d'un siècle, des femmes se sont engagées et continuent de s'engager dans les questions paix, anti-guerre, désarmement. Voilà, je tenais à vous le signaler. Merci.
Merci beaucoup Gérard. Et c'est vrai que malheureusement, ce format virtuel est un peu raccourci, ne nous permet pas d'évoquer toutes les figures féminines qu'on voudrait évoquer. Ça peut être l'excuse pour répéter l'expérience. Et j'ai vu donc… Peut-être je peux juste rajouter, oui. pardon. Oui. Oui, je voulais juste rajouter que, puisqu'on parlait du désarmement, il y a quand même un événement assez fort, alors je ne sais plus si c'est 1929 ou 1930, à l'initiative de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, il y a une pétition mondiale, alors que la Société des Nations discute dans sa commission de désarmement pour tenter de promouvoir un désarmement de ses membres, et ça ne fonctionne pas. Les femmes, il y a une pétition mondiale qui réunit 8 millions de signatures. Donc là, il y a véritablement eu une mobilisation internationale des femmes. J'ai oublié de vérifier la date, mais c'est début des années 30. Merci. Sylvana, tu voulais rajouter… Et les pétitions ont été portées à Genève, solennellement à Genève. Merci. Sylvana, tu voulais rajouter quelque chose avant de passer aux autres questions? Non, pas sur ce sujet, ça va. Parfait. D'accord. Donc, j'ai vu Adeline et puis je crois Jean-Francis. Merci. Je voulais juste en fait réagir à la réponse de Madame Thebault tout à l'heure concernant la question que j'ai posée. Vous avez émis l'hypothèse de faire éventuellement une prosopographie donc de plusieurs femmes qui se sont engagées donc, dans les mouvements pan-européens, par exemple. Et moi, je voulais savoir si il y avait de la matière en fait pour effectuer ce genre de travail. C'est-à-dire au niveau des documents, des sources, etc. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est facile? Enfin, ce serait de facile accès. C'est un peu ça la question. Merci. Je pense que c'est une bonne question. C'est jamais très… Oui. Et on prend la question de… C'est jamais très facile de… D'abord, excusez-moi, on prend peut-être la question de Jean-Francis et puis je vous laisse répondre toutes les deux sur les deux questions. Oui, excusez-moi, je ne voulais pas poser une question, je voulais apporter une ou deux informations peut-être. En tant que fédéraliste, on a beaucoup parlé d'Europe ce soir, c'est normal. Je voulais signaler quand même un livre d'une Anglaise, Anne Wilster, Most Dangerous Woman, sur les pacifistes de la Première Guerre mondiale. C'est un livre absolument passionnant dans lequel on apprend en particulier qu'au congrès de La Haye, dont nous a parlé Madame Thebault tout à l'heure, il y avait également des Américaines, 3 Américaines, Rosika Schwimmer, Edith Wiener, Edith Wiener est venue après, et Lola Maverick Lloyd, qui avaient fondé en 1910 un World Federalist Committee, devenu World Federalist League en 1912. Et elles y ont rencontré des militantes européistes allemandes, en particulier du groupe Nouvelle Patrie Neues Vaterland, dans lequel militait Einstein, comme on l'a vu dans un livre publié récemment par notre ami Lucio Levi, qui est là ce soir. Lili Janach était une militante de ce mouvement, qui a écrit d'ailleurs des ouvrages publiés en français sur les atrocités allemandes dans la Belgique, qui pourtant était neutre. Et Anna Simpson, que connaîtra bien Silvana Bocanfuso, puisque notre amie commune Francesca Lacaille a écrit un livre sur elle, était militante déjà européiste dans ce mouvement en la guerre de 14 et a été l'une des contacts des fédéralistes italiens et ou français d'ailleurs, à Genève au milieu des années 40, avant d'être assassiné par les gardes frontières allemands ou autrichiens en essayant de passer candidement la frontière avec la Suisse. Voilà. Merci Jean-Francis. Françoise, vous voulez commencer à répondre à la question d'Adeline? Oui,
Oui, je vais répondre à Adeline, mais je vais pour répondre à Jean-Francis. Les Françaises ne vont pas, il n'y a pas de Françaises à La Haye parce que on ne laisse pas aller ceux qui voudraient y aller. Mais j'ai une phrase extrêmement intéressante à vous soumettre. Les féministes avant 14, elles étaient organisées dans des internationales. Donc il y avait un internationalisme féministe, comme il y avait un internationalisme socialiste. Et dans les congrès internationaux d'avant-guerre, ces femmes ont voté ont voté des motions pacifistes. Guerre à la guerre, ça faisait partie aussi des programmes socialistes et des programmes féministes. Or, on s'aperçoit, lorsque la guerre éclate, chez la plupart des belligérants, la majorité des féministes, comme la majorité des socialistes, se rallient à des formes d'union sacrée, c'est-à-dire qu'elles soutiennent leur patrie. Et donc, le féminisme français fait ça aussi dans sa majorité. Là, il y aura une petite minorité qui adhérera à la Ligue internationale dont je parlais tout à l'heure. Et la majorité, en novembre 14, il y a une phrase qui me paraît qui permet de méditer un petit peu cet abandon en fait de l'internationalisme. Il y a une féministe française qui par ailleurs est extrêmement féministe et qui écrit dans le journal La Française en novembre 14 « Tant qu'il y aura la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi. » Sous-entendu, elles ne seront plus nos sœurs de combat en combats internationaux. Elles sont aussi l'ennemi. Tant qu'il y aura la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi. C'est le contraire. Et pour répondre à Adeline, je pense que ce n'est pas très facile à faire. On peut chercher les archives des sections nationales des associations avec des listes d'adhérents. On peut chercher la presse des sections nationales en regardant qui écrit. Parfois, dans ce genre de presse militante, il y a les nouveaux adhérents, etc. etc. Donc, c'est quand même un travail de détective pour faire cela. Donc, il va y avoir des choses faisables. Sur la section nationale, l'historienne américaine a trouvé les archives de la section nationale. Elle a lu la presse, le journal pan-européische Zeitschrift, le journal pan-européen. Donc, je pense qu'il faut trouver leurs bulletins, il faut savoir s'ils ont laissé. Je ne sais pas si vous avez des archives aujourd'hui. Où sont les archives des sections pan-européennes dans les différentes nations? Ça, je ne sais pas, il faut le chercher. Alors, je peux dire quelque chose sur le sujet des documents parce que c'était un problème pour moi très grave en fait quand j'ai commencé à faire ma recherche. Je suis très d'accord avec ce que Mme Thibault vient de dire sur l'investigation. Ce n'est pas une recherche. Au bout d'un moment, il y a une investigation à faire. Ça m'a pris un mois, au moins 2 ans pour trouver quelque chose. Je pense que dans mon cas, j'avais une figure féminine. Ursula Hirschmann, j'avais 2 hommes, il y avait les 2 maris, en plus il y avait le frère, parce que même Otto Albert est une figure masculine très importante. Pour moi, c'était important de faire revenir dehors l'autonomie de la pensée de Ursula. À niveau d'archives, déjà j'ai eu immédiatement une certaine soumission de la figure féminine aux hommes. Il n'y avait pas d'archives Ursula Hirschmann. Il y avait les archives Altiero Spinelli, les archives Eugenio Colorni. Et j'ai regardé partout en cherchant les petits papiers désordonnés pour ce qui concerne Femmes pour l'Europe. Il y avait des archives tout mélangées entre tout ce que s'appelait Femmes, de Femmes pour, étaient des mouvements politiques et des autres choses différentes. Oui, si on commence à faire une recherche sur un sujet féminin, et moi j'ai déjà eu de la chance, parce que j'avais quand même les maris qui étaient célèbres. Si on commence à faire une recherche sur une femme, il faut se donner beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, beaucoup d'inventions, parce qu'il faut investiguer. Oui, exactement. Patience. Merci. Merci Françoise et Sylvana.
Donc, je ne sais pas, je me permettrai peut-être une toute dernière question que j'adresse à nos deux intervenantes. Donc, nous avons, après de commencer à clôturer, nous avons parlé effectivement ce soir de ce que les femmes ont fait pour l'Europe et pour le fédéralisme. Peut-on se demander ce que l'Europe a fait pour les femmes? Peut-on dire que l'Europe a contribué à l'émancipation des femmes et à la cause féministe, à votre avis? Oui, pour moi, oui. Je réponds tout de suite sur la chose du Femmes pour l'Europe. La politique sociale européenne a commencé à partir de la fin des années 60. Au début des années 70, on a déjà les premières conquêtes effectives. Oui, il y a, si vous voulez, des références pour des livres, mais malheureusement, ils sont en italien, peut-être qu'ils ne sont pas nécessaires pour vous, mais il y a des publications très intéressantes sur toute la politique sociale de l'Union européenne, communauté européenne, c'était pendant les années 70. Il y a eu des progrès. Oui, bien sûr. Dans la communauté, dans l'Union européenne, les femmes elles sont plus fortes. Et l'idée qu'il faut renforcer les institutions européennes avec une majeure présence féminine aussi. Mais de toute façon, la force est majeure. Et on a fait des progrès. On a fait beaucoup de progrès. La politique sociale témoigne de tout ça. Merci. Madame Thébault? Oui, moi je dirais un peu la même chose. C'est un des éléments forts de la politique sociale de l'Europe. La politique envers les droits des femmes et notamment les grandes directives des années 70. Alors, j'ajouterais, je ne commence pas ce qu'a dit Sylvana, j'ajouterais que comment c'était possible finalement cette Europe presque plus féministe que les nations qui la composent à l'époque. C'est possible à la fois parce qu'il y a un mouvement social dans différents pays d'Europe, ce qu'on appelait le féminisme des années 70, qui fait pression, qui fait surgir des tas d'idées, qui décompose le féminin, etc. C'est possible aussi parce qu'à l'intérieur, et ça je tiens aussi à rendre hommage à ces femmes, à l'intérieur des structures européennes, il y a des femmes qui vont œuvrer pour les droits des femmes. Par exemple, Fausta Desormes-Lavallée, Jacqueline Nonon. Et troisièmement, il y a aussi toutes ces recherches des universitaires de l'époque sur la place des femmes dans les sociétés. Donc, il y a à la fois un pôle intellectuel, un pôle militant et un pôle administratif et fonctionnaire. Et ces trois pôles permettent des transformations internes. Donc, la structure européenne se transforme aussi en même temps qu'elle accorde des droits aux femmes. Alors, bon, dans le livre, on avait essayé un petit peu de faire une chronologie, une Europe qui serait en avance sur les nations dans les années 70, et puis dans les dernières 20 années, peut-être une dilution des questions femmes dans les plus vastes questions de discrimination qui finalement sert souvent à diluer la question des droits des femmes. En fait. Quand on mélange droits des femmes et l'ensemble des discriminations, très souvent, les questions femmes y perdent beaucoup. En fait. Alors, une petite chose comme... Mais c'est une chronologie à affiner aussi, ça. Une petite chose comme Madame Thébault, elle a mentionné Fausta Desormes-Lavallée. Alors, j'ai parlé vite fait de Femmes pour l'Europe, que c'était le premier groupe de pression. L'idée d'Ursula a été de combiner la force des féministes et des femmes en général pour pousser l'avancée du processus de démocratisation de l'Union européenne entre les femmes qui étaient dedans Femmes pour l'Europe. Il y avait Fausta Desormes-Lavallée, il y avait Jacqueline de Groot, il y avait la Nonon aussi. Et quand Ursula est tombée malade quelques mois après la constitution du groupe Femmes pour l'Europe, alors le groupe aura en soi-même une vie très courte, très brève. Mais l'idée de Ursula est reprise pour cette femme. Fausta Desormes-Lavallée, Jacqueline de Groot, la Nonon aussi, il avance avec
quelque chose de différent. Et la lobby européenne des femmes qu'on a aujourd'hui encore, est quelque chose qui arrive de là. Est intéressant une phrase de Fausta Deson-Laval, le jour quand on n'aura plus besoin du magazine féminin, et parce qu'on est arrivé au résultat. Ça veut dire que les hommes et les femmes sont au même niveau. Et moi, je pense que le jour quand les hommes et les femmes seront au même niveau, il n'y aura plus de différence de genre. On n'aura même plus besoin d'associations ou de groupes de pression qui combattent pour les femmes. De toute façon, la lobby européenne des femmes, je voulais juste mentionner ça, comme on a mentionné Fausta Deson-Laval, parce que ça arrive de là. Merci Sylvana. Je ne sais pas si personne n'a rien d'autre à rajouter. Je passerai la parole à Ophélie Omnes, qui est la présidente de l'UF France. Je ne vois pas de main levée, donc Ophélie, je te passe la parole. Merci beaucoup Sylvia. Merci pour l'organisation du colloque aussi. J'en profite pour remercier nos deux intervenantes qui nous ont permis d'avoir un débat que je qualifierais de passionnant, puisque personnellement, j'aurais pu rester encore pendant 2 heures à poser des questions supplémentaires sur ce qui s'est passé, sur ce que ça veut dire pour le présent et pour le futur, puisque je pense aussi que c'est ce que nous permet de faire l'histoire, c'est-à-dire de prendre ce recul sur ce qui s'est déjà passé pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour l'avenir. Comme le disait Sylvia, l'intérêt de cette conférence ce soir et des éventuels autres événements que nous serons amenés à organiser, puisque c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ça n'est pas de diminuer les figures masculines, puisqu'elles ont fait ce qu'elles ont fait, avec le mérite qui est les leurs, mais de quand même rappeler que les mouvements qui ont été créés, les livres qui ont été écrits, les idées qui ont circulé au moment où elles ont circulé, elles n'ont été possibles que indirectement par l'action des femmes. Chloé disait pour rigoler que effectivement les femmes ça fait aussi la cuisine et ça permet de nourrir les militants, mais en réalité sur l'aspect même organisationnel et sur le fait que cette charge mentale du coup qu'il n'y a pas pour les hommes ou qu'il n'y avait pas pour les hommes à un certain temps, qui permettait quand même, et j'allais dire qu'est le premier niveau de collaboration au militantisme des femmes, mais qui aussi ont été, c'est traduit par les idées que certaines femmes ont pu avoir et qui ont été reprises dans des écrits d'hommes et dont en fait on ne saura jamais que telle ou telle idée était en réalité une idée d'une femme qui avait pu discuter avec un homme. Et du coup, c'est important à un moment où on arrive à s'en rendre compte, quand on le sait, et Sylvana soulignait à quel point c'est difficile pour certaines femmes d'arriver à retrouver le travail qui a été le leur et les idées qui ont été les leurs, de redonner aux femmes la place qui aurait dû être la leur dès le début si on n'avait pas évolué dans des systèmes qui donnaient la place, une place prépondérante à l'homme. Et du coup, je pense qu'en ce 8 mars, en cette journée internationale du droit des femmes, je pense que c'est important, et là justement je parlerai de ce qui nous importe à nous, mouvements, à nous femmes de ces mouvements. Je vais répondre à la question de Françoise qui vous demandait dans l'UF Europe combien on est, les femmes elles ont quelle place. Alors en réalité au niveau français, on n'a que un tiers des femmes, je dirais, au niveau des membres qui composent l'association sur tout le territoire français. Donc, on a un tiers de femmes qui composent les membres qui font l'UF. Par contre, du coup, on a des femmes, comme vous avez pu le voir ce soir, qui sont très représentées, je dirais, que ce soit à la présidence du niveau national, à la présidence des niveaux locaux, que ce soit dans les sections ou dans les fonctions de représentation. Donc,
on est une section dans ce mouvement qui tient quand même à la place de la femme et à ce que ça veut dire d'être un mouvement qui donne de la place à ces femmes. Je ne dirais pas qu'au niveau européen, on est aussi bon élève. Je dirais que la section française est un très bon élève vis-à-vis de ses partenaires européens. Mais pour le coup, c'est une spécificité française dont je pense qu'on peut être très fier. Alors, un tiers, c'est toujours pas la parité, mais disons que voilà, on n'est pas un mouvement ou on n'est plus un mouvement, puisque c'est quand même assez récent le fait qu'on ait beaucoup de femmes qui soient représentées comme ça dans le mouvement. Et je pense que c'est une tendance qu'il faut qu'on continue de chérir et de développer. Et du coup, d'avoir cette perspective. Je remercie encore nos 2 intervenantes de nous avoir donné cette perspective sur les grands-mères et les mères de l'Europe. C'est important pour nous, comme femmes, dans ces mouvements politiques, puisque en réalité, le fait qu'on ait aussi peu de femmes dans les mouvements politiques reflète le fait qu'il y a peu de femmes dans la politique de manière générale, que la politique est encore trop souvent identifiée comme une affaire d'hommes et que trop souvent, on ne sera pas considéré à notre juste valeur, on sera diminué ou on ne sera pas prise au sérieux. Et le fait justement d'avoir cette perspective de l'histoire qui nous parle et qui nous dit il y a eu des femmes qui ont eu des rôles à jouer et qu'on est amené à réhabiliter, à remettre dans l'histoire et à réexpliquer la place qui a été la leur, comme c'est le cas de Ursula Hirschmann, qui a été si souvent et si longtemps la femme successivement et qui maintenant, depuis quelques années, on entend parler d'Ursula Hirschmann comme un être humain et pas comme la femme de quelqu'un. Mais aussi le fait de savoir que ça n'est même pas Ursula Hirschmann, parce que j'allais dire c'est un peu l'usual suspect. Nous, au niveau fédéraliste, si on doit mentionner une femme, c'est elle qu'on va mentionner, mais d'avoir aussi l'éclairage que nous a donné Françoise sur le fait que ça date même d'avant et l'implication des femmes dans les mouvements politiques et notamment les mouvements européistes et pacifistes date même d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ça nous permet, j'allais dire, de rentrer à la maison. En temps normal, j'aurais dit, on est déjà à la maison, mais justement dans un contexte social et politique si difficile avec la pandémie qu'on vit, où en fait, c'est souvent les femmes qui tiennent la baraque, si je peux me permettre de parler comme ça, qui permettent justement aux mouvements, aux associations, aux foyers, aux entreprises même de tenir le coup et auxquelles on ne rend pas assez hommage. Je pense que l'exercice de ce soir, à tous ces titres, a été notre contribution à la construction féminine de l'Europe, au moins, sinon de la société, et au moins telle qu'on la voudrait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sylvia, je ne sais pas s'il faudrait que je précise quelque chose. Je pense que c'est bien. Merci beaucoup, Ophélie. Encore une fois, merci beaucoup à nos 2 intervenantes. C'était vraiment passionnant et enrichissant. Donc, je vois que Chloé lève la main. Et oui, je voulais aussi voir si quelqu'un peut partager la diapo où vous trouverez les prochaines dates des événements. Partager le PowerPoint, mais pour avoir droit au partage du PowerPoint, d'abord, je vais vous demander, je te vois Ophélie, mais du coup, je vais vous demander à tous et à toutes de, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui en sont d'accord, remettre vos caméras et regarder l'écran pour une capture d'écran où on voit vos têtes levées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des notes, on vous a vu. Mais alors, ça donne des captures d'écran catastrophiques, hein, soyons complètement honnêtes, ça n'est pas possible. Donc, voilà, je vais vous demander de vous parler de votre plus beau sourire pour une petite capture d'écran de fin de débat. Allez, 3, 2, 1, Edith Maastricht. Hein. Parfait. Ok. Merci beaucoup, Claire. Et merci à tous les participants. Donc, voilà, maintenant, juste quelques annonces sur les dates des prochains événements de notre section, mais aussi des autres sections
de l'UF. Donc, cette semaine, le 11 mars, il y aura déjà une conférence sur asile, migration, quelle politique européenne, organisée par l'UF Sud avec l'intervention de Paul Henry, qui a été longtemps le président de France Terre d'Asile. Le 13 mars, nous aurons au matin l'Assemblée générale de l'UF Île-de-France à 10h. Par la suite, à 14h, toujours le 13 mars, il y aura une conférence Fait des choses avec Robert Bello sur son livre Résistance et conscience européenne, Henri Freinet, De Gaulle et les communistes, et qui sera suivi par l'Assemblée générale de Fait des choses. Et enfin, le 25 mars, il y aura une conférence Brexit et le fédéralisme, Now What, qui est organisée par l'UF France en partenariat avec Federal Union. Voilà, je pense que pour ce mois de mars, c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, je vous laisse compléter. Et bon, je ne vois pas s'il y a des mains levées, mais dans ce cas, voilà, il ne me reste encore une fois que vous remercier toutes et tous. Et j'espère que nous aurons bientôt d'autres occasions pour échanger sur ce thème et approfondir des autres figures féminines que nous n'avons pas eu le temps de citer ce soir. Merci beaucoup. Merci. Et Sylvia, un grand merci pour l'organisation. Et le lien aussi avec Madame Bocanzo et Madame Thébault. Un très, très grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Super pour moi d'être à Paris avec vous. Bonne soirée, bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.